100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 45 de 100% PSG, le MAG. Vous le savez, dans cette émission, on aime recevoir des gens qui sont capables de nous raconter l'histoire du Paris Saint-Germain. Lui, c'est pas qu'il peut la raconter, c'est qu'il l'incarne. C'est peut-être la personne numéro 1 qui incarne le mieux le Paris Saint-Germain dans toutes ses époques. Il était là au tout début du centre de formation, il a été un joueur phare de l'équipe, il a été son capitaine pendant plusieurs années, il a été aussi un entraîneur avec une immense réussite sur le banc du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est commentateur à beIN Sport. On est avec monsieur Luis Fernandez. Salut Luis. Bonjour Chloé, ça va? Alors je m'appelle Pia. Chloé, Pia. c'est l'attachée de production de l'émission. On recommence. C'est pas grave, on peut garder, c'est marrant. Parce que Louis, vous étiez déjà venu dans mon émission. Oui. On va en reparler tout à l'heure. C'était en 2020, c'était il y a 5 ans maintenant. Mais vous m'aviez carrément oublié, quoi. La preuve. Non, je ne l'ai pas oublié parce que je fais souvent beaucoup d'interventions dans les médias. J'ai eu l'occasion de travailler assez longtemps sur RMC avec cette fameuse émission Louis Attaque. Il paraît. Et on a pris du plaisir avec tous ces collaborateurs que j'ai eu l'occasion avec eux de passer des bons moments et de parler de ce qui nous anime aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de parler de football, rien que de football. Hein. Exactement. On va parler que de football. De toute façon, c'est votre vie, Louis, oui. Le football. On peut dire que vous êtes habité par ça. Vous avez publié un livre qui vient de sortir. Je le montre pour ceux qui nous voient à l'écran. Paris SG, cet amour que j'ai pour toi. Signé Luis Fernandez, publié aux éditions Hugo Sport, que vous avez coécrit avec le journaliste Philippe Grand. Oui. Évidemment, je l'ai dévoré ce bouquin. Il y avait beaucoup de choses au niveau des faits, de l'histoire du club que je connaissais. Par contre, ce qui est génial, c'est d'avoir votre avis et votre ressenti sur plein de choses qui ont marqué l'histoire du PSG. Et puis évidemment, sur ce 31 mai 2025, j'ai noté un peu des mots que vous avez utilisés, Louis, pour parler de cette finale de la Ligue des Champions. Un jour parfait. D'ailleurs, c'est le titre du premier chapitre. Joie pure, chef-d'œuvre, allégresse, osmose. On ne peut pas rester insensible à ce moment-là. On ne peut pas ne pas oublier, parce qu'on est présent, on est sur le lieu, sur toute une saison, mais on est là, le jour de la finale. On la regarde, et je suis assis à côté de Rai, un ancien du Paris Saint-Germain, avec lequel on est en train d'être admiratif. On est en train de voir une équipe encore évoluer, de mettre, tous les ingrédients que l'on aime voir sur un terrain, avec des garçons avec une intelligence, avec un savoir-faire, avec une volonté, un état d'esprit remarquable, en respectant avant tout un maillot qu'ils portent. Et ça, dans cette équipe du Paris Saint-Germain, avec l'arrivée d'un entraîneur et avec son staff, ils ont fait un travail remarquable. Et c'est pour ça que quand on voit cette finale, quand on est présent, je dis, quand on met 5 buts à l'Inter de Milan, je dis bravo messieurs. C'est pour ça que je ne peux pas passer à côté. Hein, vous savez, c'est pour ça qu'il faut, quand on a grandi dans ce club, quand on a eu l'occasion de connaître des bons et des moins bons moments. Mais bon, là, c'était un grand moment que j'ai eu l'occasion de vivre. D'ailleurs, page 58 dans votre livre, vous avez écrit une phrase que je l'ai entourée en bleu et après j'ai remis du rouge. Une phrase qui dit « Si j'ai vu le jour à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, et que j'ai grandi aux Minguettes, dans la banlieue de Lyon, je peux dire que je suis né au PSG ». Et quand on lit cette phrase-là, et quand on vous lit en train de dire « Marquinhos, le soir de la finale, je comprends ses larmes », ça veut tout dire. Ça veut dire que quand on a l'occasion de grandir, quand on arrive dans un pays qui nous accueille, à ma maman et à mes frères et mes sœurs, et je lui serai toujours redevable parce que la France, c'est un pays qui nous a permis d'arriver, on va dire, à s'intégrer. Et moi, dans mon quartier des Minguettes, à grandir dans ce monde du football amateur, dans ce club de l'AS Minguettes, et ensuite d'arriver à rentrer dans ce centre de formation avec un formateur qui était Monsieur Pierre Alonso, paix à son âme, parce que c'est quelqu'un qui a été aussi ensuite mon adjoint. On va en reparler de Pierre Alonso. Et quand je vous fais cette phrase, c'est que je suis né dans ce club. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas, du jour au lendemain, comme ça, dire le PSG, non, je ne connais pas. Si, je connais le PSG, je l'ai bien connu. Et il ne faut pas... En même temps, je lance toujours un message, on n'oublie jamais l'histoire d'un club,
par où on est passé, et on la respecte, cette histoire. Cette histoire, c'est aussi des gens qui ne sont plus de ce monde. Paix à leur âme, que ce soit des joueurs, des dirigeants et des supporters aussi. Parce qu'il y a des supporters aussi qui nous ont quittés, qui aimaient ce club, qui étaient attachés à ce club. Et voilà, c'est pour ça que dans ce club, et même dans ce stade du Parc des Princes, ou avec l'équipe de France, aussi avec cette génération de Michel Platini, j'ai réussi aussi, on va dire, c'est ma maison. C'est une maison dans laquelle, on va dire, elle est belle, cette maison du Parc des Princes. Et c'est pour cela que quand je dis cette phrase-là, c'est que pour moi, c'est quelque chose, c'est un club qui me tient à cœur, oui. Alors revenons à ce soir de 31 mai 2025. Vous avez évoqué Rai, vous étiez avec lui pour commenter le match sur M6. Je me rappelle de comment j'ai réagi quand j'ai appris qui allait commenter ce match. Parce qu'il n'y avait pas que Rai et vous, il y avait aussi Youri Djorkaeff et Antoine Kombouaré. Et là, c'était vraiment un sacré quatuor de légende du PSG. C'était incroyable de vous avoir tous les quatre sur l'antenne de M6. C'était magnifique de passer cette soirée, de passer ces moments, d'être bien accompagné avec des garçons que j'apprécie, que j'aime parce que Rai, je l'ai entraîné avec Youri, on a gagné une Coupe d'Europe en 96. Et la fameuse Coupe des Coupes. Et Antoine, c'est aussi quelqu'un que j'ai admiré lorsqu'il était au Paris Saint-Germain et quand je revois son but de la tête contre le Real de Madrid, j'en ai toujours les frissons parce que c'est vrai que c'est un but. Et Antoine fait partie de ces hommes aussi qui ont de la personnalité, du caractère. Et ce soir-là, avec Xavier Domergue, on était bien avec Smaïl. On a passé avec Ophélie aussi. On a passé une belle soirée. Et c'est vrai que cette soirée, elle s'est, on va dire, très 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 bien terminée. Ouais, très bien terminé, très bien déroulé. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui étaient il y avait beaucoup d'anciens joueurs du PSG présents au stade déjà, notamment beaucoup qui avaient été invités par le club, beaucoup qui travaillaient aussi comme consultants. Ceux avec qui j'ai eu la chance de pouvoir parler m'ont tous dit mais ce soir-là j'étais supporter. J'ai vécu la même chose que les supporters, j'ai ressenti la même émotion. Évidemment pour vous comme pour Rai comme pour d'autres, il y a aussi toute l'histoire, toute votre histoire personnelle qui rentre en compte. Il y a un autre moment que vous évoquez dans le livre comme étant le tournant de la saison. C'est pas forcément le match dont tout le monde parle, parce que beaucoup parlent du match contre City. Voilà. Et moi, je vous rejoins complètement. Pour moi, c'est là que tout s'est passé. C'est le match contre Liverpool. Le match retour. J'aimerais juste qu'on écoute ensemble. Oui. Ce n'est pas que le match retour. Oui, c'est l'ensemble. C'est le match aller aussi. Parce qu'après, j'aurai l'occasion de vous dire, je vais écouter ce que vous avez envie de me faire écouter. Je veux juste vous faire écouter ce qui s'est passé sur notre antenne. Nous, on commentait le match ce soir-là. Là, pour le coup, c'est le match retour. Dans la minute qui a suivi, le dernier but des tirs au but, celui de Désiré Doué, c'est Bruno Salomon qui est au commentaire. Dans quelques instants, peut-être le Paris Saint-Germain en quart de finale. Désiré Doué face à Alisson Becker dans cette séance de tir au but. Désiré Doué qui va prendre sa course d'élan. C'est parti. Goal! Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Désiré Doué qui inscrit son tir au but. Goal! Le Paris Saint-Germain qui fait terre Anfield. Je prends des boulettes de papier et des verres sur moi. Je m'en fous. C'est bon les amis. Le parquage parisien est en feu. Le PSG est qualifié. Paris l'a fait. Paris l'a fait. Exceptionnel. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ça, tout le monde pleure dans le studio, Bruno. Bruno, tu pleures aussi? Il faut que ça sorte. Putain, c'est beau quoi. Oh la vache, ce qu'ils nous ont fait là. Fantastique, fantastique. Merci Paris. Voilà. Bon, moi, j'en pleure encore. Hein. Oui, non, mais ce soir-là, on ne gagne pas la Ligue des Champions. On se qualifie pour les demi-finales. Moi, quand je suis au parc pour le match aller, on a en face du Paris Saint-Germain la meilleure équipe anglaise. Dans ces moments où on voit ce Liverpool être dominateur dans ce championnat anglais, qui est un championnat, on va dire, de qualité, parce qu'on y met de l'intensité, de l'engagement. Et puis quand je vois Mendes mettre sous les teignoirs M. Salah, qui est vraiment le joueur que j'aime, et qu'il le maîtrise et qu'il n'arrive pas à s'exprimer, Salah, c'est parce que Mendes, et puis quand tu vois cette équipe et qu'elle n'est pas récompensée, elle perd 1-0 à domicile. Quand ils font le tour d'honneur, et que tout le monde se lève, moi je me suis levé, je les ai applaudis. Je dis, mais vous allez y arriver. Au match retour, quand je vois ce scénario, c'est magnifique, il méritait amplement
de se qualifier. Mais c'est vrai que avant il y avait eu Manchester City, mais c'est pas le grand Manchester City la saison de Non, la ils Ligue. étaient plus en difficulté. Alors que pour Voilà. le coup, Liverpool, Non, Liverpool c'était fort, très c'était très le grand fort. Voilà. Liverpool. Et là je me suis dit après ce quart de finale, cette qualification, j'ai dit maintenant je pense que cette Ligue des Champions elle va revenir au PSG. Ouais, et puis on sentait que l'histoire était en train de s'écrire. Alors, Mmh. vous faites un parallèle dans le Mmh. livre Mmh. avec l'équipe de 86. Mmh. Parce qu'il y a eu il y a eu des grandes équipes au Paris Saint-Germain, il y a eu des équipes avec du panache, il y a eu des équipes avec un vrai collectif. Mmh. Celle de 86, à l'époque, vous étiez évidemment joueur, vous faisiez partie Capitaine. des, voilà, Mmh. des piliers de cette équipe. Mmh. Et c'est celle qui vous fait le plus penser à celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi avec un homme comme Gérard Rouillet aussi, paix à son âme, cet entraîneur qui est arrivé au Mm. Paris Saint-Germain, qui nous a mis, qui nous a inculqué, qui nous a donné, on va dire, par son parler, sa façon de mettre en place une animation de jeu, un style de jeu, et tout le monde, il y avait l'adhésion Mm. d'un groupe. Et j'ai senti que dans ce groupe, en étant capitaine, il y avait vraiment un état d'esprit remarquable. Il y avait une amitié entre les uns et les autres. Il y avait une envie de jouer ensemble. Il y avait de partager ensemble. Et c'est là où je me suis dit, regarde cette équipe, comme on est, elle est magnifique. Elle me fait penser à celle de 86, quand je les voyais jouer, Mm. tous courir, tous participer, tous demander, tous faire en sorte de faire les efforts ensemble. Et la récompense, elle est là, elle est au bout. C'est comme en 86, on est resté assez longtemps invaincu, parce que ce soit à domicile, à l'extérieur, on avait tous une mentalité, on avait un état d'esprit Mm. magnifique, remarquable. Et cet homme qui était Gérard Rouillet, il nous l'a apporté, il nous l'a donné, il nous a donné cette confiance, il nous a donné cette motivation à chacun d'entre nous pour réussir ce qu'on a réussi. C'est pour ça que cette équipe, j'allais dire équipe de France, non, équipe de France en 84, mais en 86, Ouais. c'est à peu Premier près. titre de champion du PSG Voilà, dans mais l'histoire. exactement. Et Évidemment. je peux te dire qu'on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas effacer ce groupe qui était là sur le terrain. Et alors, c'est marrant parce que j'ai le souvenir d'avoir parlé avec Jean-Marc Pilorget de cette Jean-Marc, équipe de bien 86. sûr, Lui aussi, hein, il faisait partie vraiment des bien piliers. sûr. Je me souviens qu'il m'avait dit, c'est marrant parce que cette équipe-là, on n'était pas tous amis. Mmh, On passait pas toutes nos soirées ensemble. Il y avait mmh, un peu des groupes. Il y en avait ouais, certains qui allaient au resto ensemble, d'autres ensemble. ouais. Mais pourtant, on pouvait tout donner sur le terrain pour les autres. C'était, je pense que c'était la bonne formule que l'entraîneur qui était à l'époque a su, dans son discours, dans on va dire, cette causerie qu'on avait chaque fois, 2 heures, 3 heures avant un match, Gérard Rouillet, il trouvait les mots pour que cette équipe puisse jouer ensemble. Alors après, vous savez, des infinités, il n'y en a pas même au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas tous copains, hein, ils ne Non, sortent pas tous c'est ensemble, hein. impossible. C'est mission impossible. Ils sont Mm. 20, 25, il y en a qui jouent, il y en a qui ne jouent pas. Mais à l'époque, bon, ben, c'était le plus important, c'était de se retrouver sur le terrain et de faire ensemble à répondre présent. Parce on en avait envie. On avait Mm. on avait commencé par un match à l'extérieur qui était censé être à domicile on l'avait joué à Reims, et c'était contre Bastia. On le gagne ce match. Ça nous donne une impulsion. On se dit, tiens, on est capable de le faire. On a une équipe pour le faire. On a une équipe pour jouer, pour rendre des supporters heureux. Et Mm. c'était toujours quand on joue au parc, le parc se remplissait, le parc répondait présent. Et nous, on en avait envie aussi de faire autant, de les rendre heureux à ces supporters-là. Quand on est entraîneur, Mmh. on le voit vraiment de façon éclatante avec Luis Enrique, vous le racontez très bien avec Oui. Gérard Rouillet. Mmh. C'est pas facile d'avoir l'adhésion du groupe, Mmh. d'avoir la confiance du groupe. Par rapport à ce que vous disiez, Gérard Rouillet, par Mmh. exemple, dans les causeries, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous aviez envie de le suivre? Parce qu'il avait déjà autour de lui, il avait un staff, Ah. un bon staff. Un staff qui était censé l'aider dans sa mission, dans son travail. Vous Mm. savez, un entraîneur ne travaille jamais tout seul. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir plus tard, quand je suis devenu entraîneur. Un entraîneur, c'est comme Luis Enrique, il a des gens autour de lui, Mm. qui l'aident et qui ne sont pas là pour lui savonner la planche. Parce qu'il y a certains de ces entraîneurs, quand on les voit réussir et quand on les voit échouer, il y en a certains qui ne sont pas aidés dans leur Mm. mission, parce que je ne sais pas, je ne connais pas les raisons, mais vous savez, quand vous avez autour de vous des hommes, des vrais, comme j'ai eu l'occasion d'avoir pour être entraîneur, je me dis, c'est fabuleux, c'est magnifique de travailler. Mm. On était une équipe, un entraîneur, tu ne travailles pas tout seul pour réussir, pour gagner une Coupe d'Europe, pour gagner des championnats, pour gagner des matchs. Tu as besoin d'avoir un staff, et même le staff médical. Il faut surtout ne pas oublier, je le dis assez souvent, vous savez, dans un club,
c'est la gestion sportive, mais aussi la gestion des bureaux, des gens qui travaillent dans l'administratif, qui travaillent dans le club. Et ces gens-là aussi sont des supporters. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que l'équipe, pour la réussite d'un club, il faut que tout le monde soit uni, main dans la main. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entraîneur que j'étais, ou entraîneur que Luis Enrique est à l'heure actuelle, il a autour de lui un staff remarquable, qui l'aide dans sa mission, qui l'aide au quotidien, qui l'aide. Puis aujourd'hui, pour vous dire aussi, c'est que le PSG a un centre on va dire, d'entraînement à Poissy, qu'on n'a pas eu dans les années passées, précédentes. Vous, c'était des préfabriqués au camp des loges. Oui, je sais. Ouais. C'est pour ça que quand je vois, ça aide aussi au quotidien. Quand les joueurs ils arrivent, des installations, des bureaux, des vestiaires, des salles de travail, des terrains. Ben c'est bien. C'est ça aussi. On va dire, c'est un acquis. Ça aide aussi pour que les joueurs puissent s'exprimer. Et ça crée une certaine, on peut dire, entre eux, il y a une bonne ambiance. Et puis nous, à l'époque, peut-être de temps en temps, tu as des groupes, mais sur le terrain, c'était de faire en sorte à être unis pour gagner ensemble, parce que c'était important de le faire. Sur le fait qu'il faut être entouré par un bon staff. Donc vous, quand vous êtes entraîneur à partir de 95 du PSG, vous avez donc Pierre Alonso, dont on va reparler dans un instant avec vous. Vous avez Joël Batz. Vous avez aussi Namba Tingué Toko, qui sont tous des joueurs. Aussi. Et ouais, voilà, donc qui sont tous des joueurs qui sont passés par le PSG. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez l'anecdote assez incroyable que vous racontez sur Gabriel Heinze et Luis Enrique. Gabriel Heinze que vous avez eu comme joueur au PSG. Racontez-nous ce qu'il vous a dit sur Luis Enrique, qui a été son coach au Real Valladolid. Qu'il l'avait pas au Real Valladolid, je pense qu'il l'a eu comme entraîneur à la Roma. C'est à la Roma que... Ah oui, c'est à l'AS Rome, pardon. Real Valladolid, c'est une autre phrase dans le même Real Valladolid, c'est là où j'ai été le chercher. Voilà, c'est ça. Mais quand j'ai eu l'occasion, on a vu un match ensemble au Parc des Princes, Gabi m'a dit, tu sais Luis, j'ai eu Luis Enrique comme entraîneur à la Roma, et je peux te dire aussi tout simplement qu'il a une équipe autour de lui fantastique, merveilleuse. Si tu les vois travailler au quotidien, c'est un plaisir, c'est un régal. Et c'est pour ça que Luis Enrique a une équipe qui travaille bien à ses côtés, qui sont là pour le mettre dans les meilleures dispositions, pour mettre le groupe dans les dispositions que l'on souhaite, que ce soit, il y a peut-être un préparateur mental, préparateur physique, préparateur dans tout ce que l'on souhaite. Et puis après, il y a aussi un staff médical qui est aussi au sein du club. Mais c'est vrai que le staff, Gabriel Heinze me disait, c'est un plaisir de travailler avec ce groupe-là, avec ce staff-là. Donc il a toujours su s'entourer, Luis Enrique. C'est une grande force pour un leader, quoi. C'est important parce que vous savez, quand vous avez devant vous entre 20 à 25 éléments, il faut les connaître, il faut bien trouver les mots pour chacun d'entre eux. Il faut savoir se réunir. Il peut y avoir des réunions. J'en ai fait quelques-unes aussi à titre individuel avec chacun d'entre eux, parler, connaître. Beaucoup peut-être dans traverse des périodes difficiles, pas par le football mais par l'extérieur. Il faut être attentif, il faut être hyper vigilant parce que c'est la force d'un groupe. Il faut que tout le monde soit bien, que tout le monde, quand on arrive au centre d'entraînement, je préfère les voir arriver. Moi, j'arrivais toujours avec le sourire, gai, parce qu'on était quand même, c'était un privilège quand même d'avoir été sélectionné, d'avoir été choisi pour pouvoir. Il faut être le plus on va dire le plus honnête possible, et lorsqu'on t'inculque des valeurs, il faut savoir les respecter, il faut savoir rester vraiment le plus professionnel possible pour réussir, et c'est ce qu'on faisait à l'époque, pour moi en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Alors, vous parlez des valeurs qu'on vous a inculquées dans le football et vous-même, les valeurs personnelles que vous avez apportées aussi au football, parce que vous étiez un joueur qui était reconnu pour ça, d'avoir des valeurs sur le terrain et de savoir les défendre et de rien lâcher. J'aimerais que vous nous racontiez comment ça s'est passé, l'ouverture du centre de formation. On a fêté hier ou avant-hier, je crois, les 50 ans de l'ouverture du centre de formation du tout premier du PSG. C'était pas du tout un campus, c'était même pas au camp des loges. Et surtout, la personne clé dans cette histoire, c'est justement Pierre Alonso, qui est le papa de Jérôme Alonso, qui est décédé cette année. Pierre, c'était l'homme qui avait su avec un certain directeur au centre de formation qui s'appelait Monsieur René Ball et Pierre Alonso. Et puis on avait ce centre de formation, on va dire, dans le centre de la ville de Saint-Germain. Et c'est là qu'on dormait, c'est là que l'on mangeait. Il y avait des chambres entre les uns. C'était une maison avec un petit jardin. Voilà, une maison. Et on était contents, on était heureux. Et on avait la forêt de Saint-Germain juste à côté. Pour aller au camp des loges, on y allait même à pied, en traversant la forêt. Voilà. Et puis on a commencé à travailler dans ce
ce camp des loges avec ce stade et puis ces vestiaires sous la tribune et de l'autre côté aussi, et qui sont devenus plus tard les vestiaires des professionnels. Et puis on était là, on était heureux, on était contents. Et puis Pierre, c'est un homme qui nous a inculqué, il m'a apporté énormément en tant que dans ces moments-là dans la formation, et qu'ensuite, lorsqu'il est devenu mon adjoint, c'est quelqu'un que je ne pourrais pas effacer on va dire de mon esprit. Il est là, il m'a apporté tout ce qu'il fallait, son soutien, sa forme d'être à mes côtés, de me donner les conseils qu'il fallait pour bien diriger aussi, pour bien l'accompagner. Puis dans le travail, il était présent. Et puis voilà, c'est quelqu'un avec le staff, que ce soit Joël Batz, ou soit Boubacar, ou Nabating et Toko. Bon, c'est des messieurs qui ont contribué à mon éclosion en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Mais c'est vrai que le centre de formation, c'était une particularité, c'est que moi je me rappelle encore des noms des Mario Mongeli, des Gilles Cardinet, des François Brisson et François son frère. Brisson, tout ça, ils étaient là, François et Gilles Brisson. Bon, c'était, voilà, c'est des garçons qui sont devenus plus tard, comme Jean-Claude Lemoux. Bon, ils ont passé un cap parce que la formation, on s'en occupait bien. Et s'il y avait un personnage qui était censé être l'entraîneur idéal, le formateur idéal, c'était Pierre Alonso, ça c'est sûr. Voilà, et donc il est décédé cette année Ouais. avant la victoire en Ligue des Ouais, Champions. c'est ça. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les anciens qui ont pensé à lui Bien ce sûr. soir-là, parce que c'était vraiment une personnalité qui a marqué les débuts du Paris Saint-Germain. Donc à l'époque, vous avez toujours été, vous resterez milieu défensif. Ouais. Est-ce que pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, Ouais. est-ce que vous pouvez nous décrire le type de joueur que vous étiez, Louis? Si à l'époque il y avait la VAR, j'aurais été assez souvent, Souvent mis à l'amende. souvent Ouais, un expulsé. peu rugueux, quoi. Ouais, j'avais ce caractère, ce trait de personnalité, ce joueur qui avait une motivation, une envie de ne pas décevoir, de faire le maximum, de donner le maximum, mais aussi par le travail. Vous savez, quand vous avez des lacunes dans un secteur dans votre jeu, vous essayez on va dire de les combler. effacer, de les combler. Et vous aviez, moi j'avais un monsieur Barrientos qui était l'adjoint de monsieur Georges Perroche, que c'était l'entraîneur Le avec coach de lequel, l'époque. avec lequel on a gagné cette fameuse Coupe de France, la première pour le Paris Saint-Germain. 82. Et Barrientos, je faisais on va dire des séances, on va dire, après les séances que on avait l'occasion de faire, j'en faisais une supplémentaire avec Barrientos pour travailler sur l'aspect, la technique, le contrôle, la passe, orientation du jeu. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de m'améliorer, de progresser, de travailler, d'être toujours à l'écoute, parce que j'ai toujours eu ce côté, c'est quand tu rentrais dans un vestiaire, tu t'asseyais à côté des garçons comme Daleb Boubacar ou Rocheteau, Battenet, Baratelli, Jean-Noël Luc. C'était Tu les du lourd, regardais. hein. C'était du du lourd, lourd, mais hein. tu les regardes et Ouais. tu ne te dis qu'une seule chose, tais-toi Louis, ne dis rien, tu les écoutes et tout ce qu'ils vont te demander de faire, tu le fais. Même si tu te loupes, c'est pas grave, mais fais-le. Et puis c'est comme ça que j'ai appris à progresser. Dans mon rôle c'est par le travail, hein, n'oublions pas que le travail, c'est si on a des qualités dès le départ, on peut encore plus les améliorer. Quand on n'en a pas, on peut, par le travail, en restant sérieux, appliqué, en ayant on va dire une hygiène de vie qui soit conforme, qui soit bonne, et puis rester le plus sérieux possible. Surtout qu'avant de faire votre tout premier stage de footballeur avec l'AS Nancy, juste avant d'arriver au PSG, vous étiez, si je ne me trompe pas, électricien dans la chaudronnerie. Oui. Donc vous saviez que si c'était- vous faisiez pas ce qu'il faut dans le foot, c'était ça qui vous J'ai attendait, eu quoi. l'occasion, parce que quand on arrive, j'ai eu l'occasion de vous le dire, qu'on n'arrive pas dans la facilité, on arrive dans un pays dans lequel on se doit Vous arriviez d'accomplir. d'Espagne, hein, on l'a J'arrive pas dit tout à d'Espagne. l'heure, mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi l'occasion de travailler et de faire aussi, vous savez, les marchés, de Ouais. faire Là-bas, à Lyon. de déballer, de remballer, et puis après travailler en usine. Puis j'ai eu mon CAP de mécanique générale, pour ceux qui un CAP de mécanique générale. Ça c'est peut un être CAP utile pour un entraîneur, Ouais. la mécanique. C'est tourneur, ajusteur et fraiseur. Voilà, c'est pour ça que, pour ceux qui ne le savaient pas, mais Lucien Hernandez, il a ce CAP, même le BEPF en tant qu'entraîneur de football. Hein. C'est pour ça que je les ai eu, ces examens. J'étais pas Quand très même. très fort à l'école, mais bon, j'ai su me passer et Vous réussir êtes à un passer. bosseur, quoi, quand même. Ouais, j'ai travaillé, non, mais je sais ce que c'était le travail, ça c'est sûr et certain. Tout à l'heure, vous avez dit que à l'époque, vous vouliez pas décevoir. Oui. Moi, j'aimerais que vous nous parliez d'une personne dont je pense, vous pouviez peut-être vous dire ça à l'époque, je veux pas le décevoir, c'est Francis Borrelli, Oui, qui était le président du Paris Saint-Germain, mais personne n'aime aussi. et avec qui vous aviez une relation plus que privilégiée. Bah oui, Francis, ça marque. Il te marque parce que c'est quelqu'un qui a on va dire, cette joie en lui, cette envie on va dire,
d'aider, de participer, d'être dans ce club, dans cette époque, d'être assez présent. C'était un Francis Borelli qui souhaitait qu'une seule chose, c'est qu'on soit tous contents, heureux de jouer ensemble, d'être ensemble. Et c'est vrai qu'il a porté sa fougue, il a porté sa joie d'être, de vivre. Il était voilà, avec son style, dans son registre. Et Francis, on se souviendra toujours qu'en 82, et quand on gagne, il se met à genoux, il embrasse la pelouse. Ça, c'est magnifique, c'est une belle image. J'ai eu l'occasion de la voir et la revoir. C'est pour vous dire ce que c'était. Vous en rendez compte, vous, sur le coup? Vous la voyez de visu, oui, cette image, vous? Mais Francis, oui, je la vois, on le voit Ouais. après. Vous êtes Puis, sur le terrain à ce on est moment-là? sur le terrain. Puis après, c'est comme lorsque j'ai quitté, je me suis retrouvé à la SCAN où je devais refaire ma carrière, repartir parce que j'avais une grosse blessure au genou, Au Matra et, au Racing. Matra. Mais après, je me suis retrouvé à la SCAN et il est arrivé même à être président de la SCAN et c'est lui qui m'a demandé d'être l'entraîneur parce que l'équipe traversait une période assez délicate, difficile, après 12 journées. Il m'a dit, est-ce que tu te sens capable? J'ai dit, oui, je me sens capable. Avec vous, comme président, il n'y a pas de problème, on va y aller. Puis j'ai repris l'équipe, on les a refait Il vous remonter. lance comme entraîneur, quoi. Me lance comme entraîneur. C'est-à-dire qu'il est là quand... Puis il n'y a pas longtemps, j'ai revu une lettre de Francis Borelli qu'il a eu l'occasion de l'écrire. Je pourrais éventuellement vous la montrer. Il a écrite à ma mère et en lui disant, on voit bien sa signature, il lui avait fait un don de 7500 francs. En lui disant, vous savez pas ce que vous avez avec ce fils, avec ce garçon. Ah ouais. Il est en train de nous éblouir. Il est en train de faire des choses remarquables. Il ne demande jamais rien. Il ne dit jamais rien. Alors, j'ai envie de vous faire un cadeau. Il lui a envoyé une somme d'argent, une petite somme d'argent. Mais j'ai trouvé ça remarquable, j'ai trouvé fabuleux. J'ai dit, putain, si à l'époque je l'aurais su, parce que Vous c'est ma l'aviez soeur. pas su? Je ne sais pas su parce que c'est ma soeur qui m'a sorti il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, tiens, tu sais ce qu'on a retrouvé dans les Incroyable. courriers de la famille. On retrouve une lettre de Francis Borelli. On voit le Paris Saint-Germain, la signature de Francis Borelli, et en racontant un peu ce qu'il pensait de moi, ce qu'il lui disait à ma maman, ce que voilà, votre fils, ce qu'il est, ce qu'il représente. Il est en train de franchir les paliers, il est en train de travailler, tout le monde, et on le voit, et c'est magnifique ce qu'il est en train de nous donner comme joie. Et j'ai dit, ça va pousser. Je l'ai lu la lettre, et j'ai dit, c'est fabuleux, il faut que je la garde cette lettre-là. Et quand il est décédé, Francis Borelli, vous avez fait partie des hommes qui ont porté son cercueil. Oui, on était là, on était présents. On ne peut pas ne pas oublier, c'est quelqu'un, Francis, et ça restera à jamais ce président avec lequel on peut, avec des hauts et des bas, mais on ne peut pas ne pas l'avoir pu apprécier, on va dire. Francis Borelli, Jean-Paul Belmondo, pas Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre Belmondo, je ne sais pas qui c'est, mais Jean-Paul Belmondo, on sait. Il y a eu un immense tifo, évidemment, pour Ouais. Jean-Paul Belmondo, Ouais. qui était incroyable, qui a fait Ouais. même pleurer certains supporters. Mmh. Vous l'avez connu dans les Oui. vestiaires, Jean-Paul Belmondo. Mais pas que dans les vestiaires, C'est-à-dire? parce que c'était quelqu'un qui aimait le football. Mais j'ai entraîné du côté de la SCAN. Puis un soir, on marchait dans la rue, puis je vois arriver Jean-Paul À Cannes? à Cannes. C'était magnifique parce qu'il était toujours accompagné de par son personnage qui l'accompagnait. Puis on s'est embrassés. Puis Jean-Paul était quelqu'un qui aimait le football. Et puis voilà, il se rappelait des souvenirs qu'on avait en commun avec le Paris Saint-Germain. Il venait nous voir, il nous approchait, il discutait avec nous. Il aimait le football. C'était un passionné. C'était vraiment la star du cinéma dans les années 80. Il n'y non, avait mais pas non, plus grande star que lui, quoi. C'est pas une star. C'est Il quelqu'un. ne se conduisait pas comme ça. Non, c'était l'humilité, la simplicité. On ne peut prendre qu'exemple de lui. En le regardant, en le voyant, en se disant, voilà, toi, c'est ça, comme ça qu'il faut savoir se comporter quand on est ce qu'on est. Et puis, c'est quelqu'un qui était avec avec lui, on pouvait l'approcher, on pouvait discuter, on pouvait échanger, on pouvait voir. Et puis, c'était magnifique. C'était un personnage, Jean-Paul. On ne pouvait pas ne pas l'aimer. Moi, je l'ai aimé, cet homme-là. Ah oui. C'est génial d'avoir votre témoignage parce que c'est vrai que pour les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas le rôle que Jean-Paul Belmondo... Il a mis de l'argent aussi au début de l'histoire du il club. fait partie des C'est 7 partie des premiers donateurs. Quand le club se sépare en deux avec le Paris FC et le Paris Saint-Germain, il fait partie des donateurs avec Brochant, avec Borelli, avec M. Charles Tallard aussi, personne âme aussi, avec qui vont à Saint-Germain discuter avec Michel Péricard, qui était le maire. Aujourd'hui, c'est Arnaud, mais c'était le papa Michel Péricard, qui font... Le maire de Saint-Germain-en-Laye. C'est pour ça que ce club a la naissance en 72 du côté du camp des loges. Et c'est là où Jean-Paul, il fait partie des 7 membres qui sont signataires pour la reprise de ce club qui va s'appeler le Paris Saint-Germain. Voilà, et non pas le Paris FC. Alors là, vous évoquez la scission entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, ça c'est en 72. Il y a eu autre chose dans votre parcours qui a été vécu par les supporters comme une trahison horrible à l'époque. C'est 86, quand vous partez pour le Matra Racing, qui est un club nouveau, voilà, qui est possédé par Jean-Luc Lagardère, etc.
Comment vous, rétrospectivement, vous revivez cette époque-là et ce choix que vous aviez fait à l'époque? Ce choix, c'est que quand j'arrive au Paris Saint-Germain, c'était dans les années 77-78 Ouais. et Premier match officiel 78 oui, et vous restez jusqu'en 86, donc 86, 8 ans. vous êtes au Paris Saint-Germain pendant 8 ans. Mmh. Pendant 8 ans, vous ne demandez rien. Vous demandez, quand je vous annonce tout à l'heure Mmh. que la lettre que M. Ouais. Francis Borrelli, je n'étais même pas au courant, je voulais rien savoir. Je n'étais pas en train de regarder. Dans en 84, je suis champion d'Europe avec l'équipe de France. C'est-à-dire que mon niveau a quand même augmenté. Je n'ai rien demandé. Je n'ai Pas pas demandé d'augmentation, quoi. rien. Je n'étais Mmh. pas je n'étais pas Mmh. perturbé par ce genre de situation, d'aller, Mmh. il n'y avait pas d'agent à cette époque-là. On était, vous Mmh. savez, avec vos familles, puis j'étais content que je sois la fierté de la famille. Ils m'ont regardé du côté de Lyon, me voyant, me disant: «C'est magnifique ce que Mmh. tu fais, continue, t'arrêtes pas». Et puis quand vous arrivez en 86 et vous êtes capitaine, vous êtes champion, là, il y a des discussions avec monsieur Charles Mmh. Maroni, qui était mon agent, qui n'est pas un agent, mais c'était quelqu'un qui me Mmh. représentait. Et en discutant, on sentait pas que j'avais franchi un palier. Et c'est pour ça que les discussions se sont arrêtées là. Puis bon, j'ai pris la décision d'aller j'aurais pu aller au Mmh. Barça, j'avais des Oui. propositions, j'ai refusé, je suis resté, je voulais vivre à Paris, je voulais rester à Paris, voilà, c'est tout. Mais c'est bon, on va pas revenir sur une décision. Il y avait un homme qui s'appelait monsieur Jean-Luc Lagardère, c'était un personnellement Mmh. aussi, c'était un grand monsieur du monde de l'industrie, un homme qui Mmh. voulait faire du Racing aussi un club. Peut-être qu'il a commis l'erreur de venir jouer au Parc des Princes. Il fallait jouer du côté de Colombes. C'est Ouais. l'identité du Racing, c'était le C'était ça stade au de début, Colombes. hein. Stade C'est pour ça. Yves du Manoir, Voilà. ouais, Et c'est qui a pour été ça un des que stades olympiques d'ailleurs voilà, pendant les JO. c'est pour ça que voilà, Mmh. après j'ai pris cette décision. Bon, c'est passé, c'est fini, on n'en Ouais, parle ouais. plus. Mais ça, c'est marrant Oui, parce oui, que ça. je vois les années de supporterisme de certains supporters Mmh, quand votre nom mmh, arrive et qu'il y en a un qui dit oui, enfin, il est quand même parti au Matra. Je me dis ah, ouais. ça c'est vraiment un ancien. Non, non, mais Ça arrive encore, c'est incroyable, ça a marqué les supporters, ah, mais quoi. ça marque, ça peut éventuellement, mais bon, bah, il y en a qui sont partis, qui sont Mm, revenus, mais je suis resté sur Paris, je suis revenu au Paris mm. Saint-Germain en tant que Alors voilà, voilà, 95, vous oui, revenez et oui, là vous êtes le coach. coach, Vous avez entraîné la SCAN avant, oui, pendant une saison. Vous mmh, êtes coach au Paris Saint-Germain. D'abord, votre regard sur le métier de coach, parce que quand vous parlez de Luis Enrique ou mmh, d'autres coachs que vous avez pu avoir, à un moment vous dites à quel point ça a il changé, faut être, non, mais surtout à quel point il faut être habité. On oui, pense qu'à ça en fait. mmh. C'est un, je sais pas, c'est un mode de vie, c'est une obsession. Comment vous le viviez, Louis? Bah, tu sais, quand tu deviens un entraîneur, c'est de te positionner en te disant: «Quels sont les entraîneurs que tu as eus? Quels Mm, sont ces hommes qui t'ont aidé mm, à accomplir et à devenir ce que tu es devenu en tant que joueur?» Maintenant, il faut que tu essayes de faire en tant qu'entraîneur, d'essayer d'apporter à tous, d'ailleurs, par, ton ton côté, d'ancien joueur, comment, essayer de les encadrer, comment essayer mm, de les aider dans la meilleure, disposition pour qu'ils puissent établir, qu'ils puissent être le plus efficaces possible. Il y a des discours entre les uns et les autres. Alors, quand tu deviens entraîneur, alors c'est le staff, il faut vraiment bien le sélectionner, ce qui a été le cas. mm, Ensuite, quand j'arrive, tu sais, j'arrive en la première année au Paris Saint-Germain, c'est quand je fais remonter la SCAN et on fait l'année, je suis européen avec la SCAN. mhm. Bon, bah, c'est vrai que Alors qu'ils étaient en en deuxième deuxième division division, deux ans avant. on les avait Ouais. montés. Puis bon, le travail est bien fait avec Mm, les adjoints. Puis on arrive, j'ai Denisot et monsieur Pierre Lescure qui viennent me voir à Cannes et qui me demandent si est-ce que pour aller au Paris Saint-Germain, je dis bon, bah, le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est un club mm, qui compte énormément. Et puis quand j'arrive, c'est que personnellement aussi, monsieur Arthur Georges avait été l'entraîneur, qui avait été mm, champion. Tu sais, tu reprends un groupe qui vient d'être champion et que tu dois, attention, jouer avec les uns et avec les autres, en les connaissant, mm, sachant que, bon, bah, tu t'aperçois que la complication, elle est là. C'est-à-dire qu'un couple mm. qui vient d'être champion, c'est toujours délicat de le reprendre derrière. Bon, bah, ça s'est pas trop mal passé. On a fait une demi-finale de Ligue des Champions contre le Milan AC. On a gagné la première coupe de la Ligue avec la Ouais. Coupe de France aussi. En 95, Ouais, j'ai dit que vous étiez mm, arrivé en 95, mais ouais. évidemment, vous arrivez à l'été 94, hein. Donc, c'est les titres en C'est pour ça que 95. bon, bah, Ouais. tu essaies d'apprendre avec des joueurs qui sont Mm, beaucoup plus confirmés. Tu as des internationaux, je l'ai été, mais bon, après, c'est différent. Tu sais, c'est des discussions. Après, tu as des garçons qui sont dans un groupe. Et puis après, tu sais, les amitiés entre certains étaient bonnes, moins bonnes. Bon, bah, ouais, il n'y avait pas la même osmose non. dans le groupe. Ah non, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que Ouais, c'est là, c'était parce plus que compliqué. ils se disent, Mm, bon, bah, avant on était champion, là, avec Louis, c'est peut-être différent. Mais après, mm, la deuxième année, elle m'a beaucoup plus plu, parce que c'est là, on a été,
on a été Champion chercher d'Europe. un titre une Coupe d'Europe. Ouais. C'est pour ça, c'est La Coupe des Coupes. le groupe me plaisait plus avec un Djorkaeff, avec un Rai, avec un Deli Valdés, avec un Vincent Guérin, un Daniel Bravo, tout ça. J'avais Bruno Ngotti, Colter ou Fournier. Bon, mais j'avais un groupe qui me plaisait, avec lequel je me sentais mieux, je me sentais une meilleure, on va dire, amitié, une relation. Bon, dans le travail, c'était parfait, c'était bien encadré, c'était ce qui me faisait plaisir dans cette année-là. Il y a 2 choix qui vont être marquants, 2 choses qui sont vraiment à votre main quand vous arrivez. C'est d'abord garder rail, Oui, parce qu'à ce moment-là, le club voulait s'en on séparer. voulait s'en séparer parce qu'il venait de passer 6 mois, Pas ouf. pas ouf, pas très bon, où il y avait pas mal de discussions. Mm. Bon, moi, en tant qu'entraîneur, je ne suis jamais rentré dans les discussions dans les clubs en fonction de pour garder ou pour vendre ou pour recruter. Pour recruter, peut-être j'avais un. Mais bon, si je donne la liste qu'un Roberto Carlos, il aurait dû être au Paris Saint-Germain avec moi, David Trezeguet aussi. J'ai aussi cité et oublié Carambeu, Laurent Blanc. Ils avaient tous et dit oui. Ils avaient tous dit oui, Samuel C'est Eto'o. dingue. Bon, mais Samuel Eto'o aussi, Samuel c'est Eto'o. énorme. Et je les ai rencontrés, je les ai vus et on a parlé. Bon, après, je me suis Et le club n'a soumis. pas aligné Non, mais l'argent, quoi. j'ai respecté les choix du club. Ça, il faut savoir le dire aussi, c'est qu'on n'est pas là pour dire il me faut absolument un tel, sinon non, pas comme ça. Sinon, moi. j'entraîne pas. Non, mais c'est pas Non. comme ça. Non, mais c'est pas. Je n'arrive pas à ce stade-là parce que j'avais trop de respect pour ce club dans lequel j'étais, où j'ai grandi, où je suis né, où j'ai fait mes preuves. Pour ça, je ne pouvais pas m'avancer sur ce terrain-là. Quand on voit Rai, à Oui. quel point il s'est épanoui Ah oui. après au PSG et qu'il a été élu même meilleur joueur de Ah l'histoire ouais. du PSG, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Parfois, c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir. Alors, il n'aura pas le même destin dans le cœur des supporters, mais à avoir quelque chose dans cette histoire chez Fabian Ruiz, parce qu'il avait vraiment eu du mal au début. Oui. Et petit à petit, on a vu son jeu s'épanouir comme un lotus, quoi, une fleur, voilà. Le Fabien Ruiz, c'est le joueur qui, au début, quand il commence, on le voit pas, on le sent pas. Sent qu'il est Il y pas a pas bien, mal de quoi. critiques sur les. Ouais. C'est comme les critiques que j'ai eu l'occasion d'entendre sur Ousmane Dembélé durant les 4 premiers mois de la saison dernière, où il était défaillant et je me Il disais, cadrait pas, je ne cessais de dire, mais vous l'avez vu, vous le voyez, vous le regardez bien quand il fait sur son côté droit, il fait quand même des fulgurances, il fait quand même des accélérations, il élimine, il sait le faire. Bon, après, quand il rentre dans une surface, il était peut-être un peu. Peut-être pas dans les meilleures dispositions, mais l'entraîneur Luis Enrique, il l'a changé. Il a fait que ces 3 attaquants changent de position, ils alternent à droite, à gauche, dans l'axe. Et puis c'est à partir de là que Ousmane s'est dévoilé. Ousmane a montré à tout ce beau monde qui l'avait critiqué. Après, je les voyais tous, ils me disaient non, on n'a pas. Si, vous l'avez critiqué, je vous ai entendu. Alors je ne vais pas vous le dire maintenant, mais quand on a vu Ousmane, pourquoi je l'aimais Ousmane? Parce que je l'ai vu partir de France, aller jouer au Barça. Quand on va vous chercher, le Barça vient vous chercher, c'est que vous avez des capacités, des qualités. Et puis il avait su le faire déjà là-bas, mais après, bon, pour X raison, il est revenu ici au Paris Saint-Germain. Et quand je le voyais, je dis, il va finir. Et puis là, à partir du mois de janvier, il a commencé à les mettre, les enquiller les uns derrière les autres. Je dis bravo, monsieur Ousmane Dembélé, je suis content. Et monsieur Luis Enrique, parce que c'est lui Oui, qui l'a repositionné oui, dans c'est l'axe. Et vous en parlez beaucoup dans le livre. Et vous faites un moment un parallèle avec le fait que vous ayez repositionné. Vous parlez de Joan Mikou, mais lui, il n'a pas joué au PSG, mais Daniel Bravo, Oui. que vous avez repositionné en milieu défensif. Ouais. Et ça a tout changé à sa carrière et au jeu du PSG. C'est le rôle d'un entraîneur de regarder, d'observer en fonction des éléments que tu as sous la main, qui peuvent éventuellement jouer sur un côté ou jouer un peu plus dans le cœur du jeu, les repositionner, les faire avancer dans le jeu. C'est ça le travail de l'entraîneur. C'est ultra satisfaisant quand ça fonctionne. Quand vous voyez le joueur qui tout à coup éclot comme ça. C'est là. C'est génial. C'est là que c'est magnifique. C'est qu'on se dit, voilà, le choix qu'on a fait était le bon choix. On ne s'est pas trompé. Non, ça, vous vous êtes pas trompé. Ça Non. aurait été quand même fou en 95 d'avoir Roberto Carlos, Samuel là Eto'o, Laurent Ah ouais. Blanc. C'est énorme. Peut-être que j'en aurais C'est gagné énorme. 2 ou 3 de plus de Coupe d'Europe. C'est énorme. Ouais. Juste pour terminer sur ce rôle de milieu défensif, c'est loin d'être un poste anodin dans l'histoire de Luis Enrique, Ouais. puisque c'était son poste Ouais. à l'époque où Johan Cruyff était son coach au Barça. Et c'est un poste dont vous parlez dans le livre, qui est le vôtre aussi. Ouais. Et c'est un poste qui a été, dans la façon dont ça a été joué par Luis Enrique, qui a été inventé par Johan Cruyff. Mais c'est pas en fonction, c'est pas Luis Enrique n'était pas dans ce profil-là. Luis Enrique était un peu dans ce profil de milieu avec cette, on va dire, d'un Joao Neves, tu vois, un Warren dans le cœur du jeu. Qui lâche rien. Par son activité, Ouais. il est capable d'aller mordre le plus haut possible, il est capable de revenir, d'attaquer. Grosse activité. Celui qui a peut-être été le profil et que j'en ai fait signer un au Paris Saint-Germain, c'est Mikel Arteta. Au Barça de l'époque, c'était monsieur
Pep Guardiola. C'est Johan Cruyff qui me fait Pep Guardiola. Pep Guardiola comme joueur. Hein. Comme joueur, Ouais. dans ce registre du milieu, parce qu'on faisait, quand il y avait un marquage sur votre numéro 10 et qu'il y avait ce milieu 6 qui était capable, par sa technique, dans son orientation, comme on a eu Thiago Motta au Paris Saint-Germain, ou Marco Verratti qui aurait pu faire encore beaucoup mieux de ce qu'il a fait. Mais ces garçons avaient cette qualité technique, cette facilité. Moi, quand je vois Rodri, quand on lui donne le ballon d'or, j'applaudis des deux mains ce trophée pour un milieu de terrain à ce poste-là, dans cette défense. C'est pour ça que les milieux de terrain, il faut aussi comme les latéraux. Vous croyez que notre Hakimi, il n'a pas fait une grosse saison, Hakimi Achraf, dans ce 10 Paris sur Saint-Germain. 10, vous lui mettez pour sa saison. Hein, Dans le bouquin, vous dites, je lui mets 10 sur 10 pour sa ben saison. oui, mais il a commencé dès le début jusqu'à la fin. Et je suis triste et je suis peiné aujourd'hui de le voir blessé. Ça me fait de la peine. Pour ça, parce que quand on le voit réaliser ce qu'il réalise avec une intelligence, pas en disant je vais attaquer, je défends. Il attaque, il défend, il revient, il se replace, il joue, il va de l'avant, il fait les efforts qu'il faut. Voilà, il faut aussi récompenser des défenseurs. Il faut savoir récompenser les milieux de terrain et des attaquants. Pourquoi? Vous savez, parce que même le gardien de but. Pourquoi? Parce que les jeunes vous regardent, les jeunes regardent. Si on voit que les attaquants ont toujours le ballon d'or, machin, on va dire bon, je vais jouer attaquant, je vais jouer attaquant. Mais non, tu peux jouer milieu de terrain, tu pourrais peut-être être ballon d'or comme l'a été un Rodri ou comme un Iniesta, tout ça. Voilà. Et sur ce poste de milieu défensif, vous mettez Thiago Motta dans votre 11 de légende, qui est à la fin du livre. C'est lui que vous choisissez. Vous avez des mots dithyrambiques pour Verratti en disant que c'était un diamant. Voilà, vous êtes vraiment... et vous le comparez, enfin vous le mettez dans la même catégorie de joueurs que Neymar. Et Vitinha alors, vous avez quel regard? Vous en parlez pas beaucoup? Ah. Non, mais ça, c'est la première, deuxième saison qu'il est en train de réaliser. Il faut attendre, il faudra donner un peu plus de temps. Mais ils sont en train de monter. Vous adorez? Non, mais j'adore Vitinha. Vitinha avec le João Neves, avec le petit Warren, avec le Fabian Ruiz. C'est un milieu de terrain. C'est des garçons avec une intelligence, une force, une habilité de savoir faire une lecture dans le jeu, de se positionner quand on n'a pas le ballon. Quand on n'a pas le ballon, il faut aller de l'avant en avançant ensemble. L'intelligence de se placer, de se replacer. Moi, ces garçons-là, je suis admiratif de ce milieu de terrain. Vous avez évoqué Warren à l'instant. Il y a quelque chose que vous aimiez, vous, en tant que coach, c'est faire monter des jeunes dans le groupe. Puisque, évidemment, c'est important. comme tous les joueurs, vous l'avez vécu. Oui, Luis Enrique le fait. Vous aviez fait monter Didier Domi, Sylvain Distin, par exemple. La façon dont Luis Enrique le fait... Nicolas Anelka aussi. Oui, accessoirement. Accessoirement. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Ça a été plus compliqué que prévu, mais en tout cas, effectivement. Comment vous appréciez le fait que la façon dont Luis Enrique fait confiance à Quentin Djantou, Ibrahim Baye, c'est bien, c'est magnifique. Céline Mayoulou. Non, mais c'est bien qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'il les voit. Pourquoi? Parce qu'il les entraîne. Ils sont aux entraînements, il les intègre, il les voit réaliser des choses que ça... Il est convaincu qu'en les mettant ou en leur faisant croire ou en étant sur le banc, déjà quand tu arrives sur un banc et que tu as devant toi des garçons qui sont en train de réussir et qui... Lui, Luis Enrique, le turnover que j'ai toujours apprécié, il fait de temps en temps ces changements en leur donnant la possibilité de s'exprimer, de tenter. Et je trouve que c'est là, moi je dis bravo à l'entraîneur, bravo au Paris Saint-Germain. Vous savez, vous avez deux personnages. C'est M. Luis Enrique et deux, c'est Luis Campos. Il faut des Luis, vous savez, les Luis sont importants. Les Luis sont bien réussis au PSG. C'est pour vous dire que Luis Campos comme Luis Enrique, les deux s'entendent bien, sont main dans la main, se regardent bien, ils ont une amitié, ça se palpe, ça se voit et ça se sent. Et ça, c'est hyper important. Moi, de mon époque, je n'avais pas de directeur sportif. C'est pour ça que, vous savez, quand on parle d'avoir un directeur sportif avec lequel vous avez une amitié, avec lequel vous êtes d'accord, content par rapport à ce que l'on recrute, ce que l'on peut aller chercher, ce que l'on voit, tout ça. Voilà, moi, tu sais, pour recruter monsieur Gabriel Heinze, j'ai envoyé le premier, c'est Eric Pécou qui a été le voir. Il est revenu en me disant c'est pas mal, c'est un bon défenseur. Et le deuxième que j'ai envoyé, c'est monsieur Antoine Comboré. Antoine Comboré, c'était un défenseur. Je lui ai dit, tiens, tu vas me donner ton avis. Quand il revient, il me dit, Louis, je l'ai vu jouer une mi-temps, ça m'a suffi. Ça suffit, pourquoi? Parce qu'il m'a montré exactement ce que j'attendais de lui. Ah ouais? Voilà, c'est en une mi-temps, il l'a vu, il m'a dit, hop, j'ai fait venir Gabriel Heinze, parce que bon, je l'avais vu jouer, mais je voulais avoir aussi l'avis d'un ancien attaquant, un ancien défenseur. C'est comme ça que j'ai fait venir Gabriel Heinze. Aujourd'hui, Gabriel Heinze, il est adjoint de monsieur Mikel Arteta. Ouais. Ils sont tous les deux ensemble. Les du deux, côté. vous les avez eus. Alors, s'ils gagnent la Coupe d'Europe, je pourrais aller faire la fête avec eux. C'est clair. Vous avez essaimé quand même dans le foot européen, c'est assez fou. Vous dites quand même, concernant les jeunes, que oui, faire monter des jeunes, c'est très bien, mais surtout pas leur donner le pouvoir dans une équipe. Erreur qui a été faite par le président Laurent Perper, qui a voulu créer un PSG banlieue, PSG jeune, ça n'a pas marché. On ne peut pas donner J'étais un jeune dans un club avec des jeunes, on a grandi,
Et c'est pour ça qu'il fallait faire le nécessaire. Et dans cette époque, on ne donne pas le pouvoir aux jeunes. Parce qu'après, les jeunes se sentent un peu trop en se disant nous sommes les patrons, nous sommes les meilleurs. Et On finalement, a c'est. beaucoup de gens qui nous suivent sur Instagram, on Voilà, est non, des mais non, mais stars, les filles c'est pour sont à ça. nos Les pieds. jeunes, ils ont On besoin se calme. d'être bien accompagnés par des anciens. Mm. Il faut que les anciens aussi montrent l'exemple. Et là, les jeunes, ils vont apprendre, ils vont apprécier. Moi, Marquinhos, j'aime Marquinhos. Il est arrivé, il avait quel âge au Paris Saint-Germain? 19 ans. 19 ans, ouais. Et quand Il avait vous le voyez, des bagues. alors on peut dire ce qu'on veut sur Marquinhos. J'ai entendu des commentaires. Il y a encore le dernier match, j'en ai entendu. Je vais le défendre encore. Pourquoi? Parce que Marquinhos, c'est Marquinhos. Ça se respecte, ce genre de joueur qui porte ce maillot avec dignité, avec honnêteté. C'est comme un garçon qui est parti aussi du Paris Saint-Germain, qui s'appelait Edison Cavani. Ah, vous êtes C'est- fan, hein? Bah oui, je suis fan Ouais. parce que j'ai eu l'occasion de. Il est venu manger à la maison. Ah bon? Et oui, quand vous avez un Edison Cavani qui vient et il a un amour pour le Paris Saint-Germain, pour ses supporters, parce que il Les les a supporters, il les a mis dans le vent, Ah moi, non, quand mais- il est parti. Oui, mais c'est pas de lui. C'est Ah pas de bon? lui, non, parce qu'il est resté 2 mois. Ils n'ont pas été d'anticiper. C'est la période de Covid. Après, Oui, ça, je me souviens, mais ils sont avec Thiago Silva, les deux oui, s'en mais vont. les ultras ont essayé de le contacter pour qu'il vienne, pour qu'il y ait un truc, se dire au revoir. Il leur a jamais Ah non, mais répondu, donc ils le ont problème, gardé une. il l'avait mauvaise. Il était triste. Il a le seum. Non, mais il était triste. Il l'avait Ah ouais. mauvaise. Si vous l'avez connu, quand vous étiez avec lui, l'amour qu'il avait pour ce club, c'était inimaginable. Je me dis, mais comment tu fais Il pour. s'est senti trahi, quoi. C'est senti se dire, mais avec tout ce que j'ai fait, tous les efforts, sur le Mm. terrain, par rapport à sa volonté, comme Thiago Silva. Thiago Silva, il s'en va du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Eh ben, il gagne la Ligue des Champions. Bah, Thiago aussi fait partie de ces garçons qui ont aussi avec ce travail, cette honnêteté qu'il avait sur le terrain, cet amour qu'il avait pour le club. Ça se sentait, ça se voyait. Bon, après, c'est chacun son destin. De toute façon, le PSG n'a pas toujours été le plus délicat pour dire au revoir. Que ce soit avec les coachs, bon, avec les coachs, ça peut se comprendre, mais avec les joueurs, parfois, il y a eu des au revoir qui ont été complètement ratés. J'aimerais vous interroger sur un truc très important. Parmi les tournants de la saison dernière, il y a évidemment ce match contre Arsenal où Oui. Luis Enrique ne prend pas Dembélé dans le groupe. Oui. Honnêtement, et je pense que je suis loin d'être la seule, j'ai pensé à Ronaldinho à ce moment-là, au fait que vous aviez eu à gérer Ronaldinho, que vous l'aviez mis sur le banc. Mais Ronaldinho, Ça revient tout le temps aussi quand on parle de tout le vous. temps. Et puis, Ouais. je lui dis, mais je leur dis assez souvent, mais vous étiez là la première année quand Ronaldinho est arrivé? Vous étiez tous là? Bah, quand il est arrivé, il a démarré. Il a joué tous les matchs. Tous les matchs, il était présent. Il est arrivé à l'entraînement, il est arrivé le premier, il s'en allait même le dernier. Il avait une attitude, un comportement merveilleux. À la fin de la saison, l'entraîneur du Brésil demande à nous voir avec le staff. On rencontre il vient nous voir et il vient pour nous féliciter. Il nous dit bravo M. Fernandez avec votre staff, ce que vous avez fait avec Ronaldinho, c'est magnifique. Parce que on va le prendre en sélection pour faire cette fameuse Coupe du Monde en 2002 avec Rivaldo et avec Ronaldo, ils sont champions du monde. Et Ronny fait une Coupe du Monde merveilleuse. Il est exceptionnel. Quand il revient, c'est comme lorsque, en tant que joueur, j'ai été la reconnaissance, comme, on va dire, de ne pas oublier tes coéquipiers, ton staff, t'as apporté. Puis la deuxième année, tout le monde, son entourage s'en va. Il reste tout seul. Moi, j'ai pas de directeur sportif. Hein. C'est pas moi qui. Vous n'avez personne pour le gérer, en fait. Pour le gérer. Puis Ronny me demandait à chaque fois de le sortir à la 15 minutes, 20 minutes après la mi-temps. Et le problème, c'est que tu as un stade qui est plein, qui attend beaucoup de Ronny. Moi, Ronny, c'est le meilleur joueur que j'ai entraîné. C'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer. C'est quelque chose d'exceptionnel, Ronny. Et après, tu sais, il y en a d'autres aussi qui ont eu un jugement négatif en fonction de ses performances. Mais moi, j'ai toujours admiré ce joueur. Après, il est parti au Barça, il a obtenu le Ballon d'Or. Ballon d'Or. Bah, je crois que ça a commencé à Paris, hein, son aventure. C'est difficile de faire la part des choses Ouais, mais entre c'est ce que les difficile. supporters veulent Ouais, voir, mais- parce ouais, que eux ils voulaient voir Ronny, Ouais, mais vous voyez les ce qui se supporters, passait. quand ils rentrent dans un stade, vous croyez qu'ils gagnent quoi, les supporters? Ils ont quoi comme moyens financiers? Ils n'ont pas les gros moyens, les supporters. Ouais. Ils viennent au stade pour encourager leur équipe, pour aimer leur équipe, pour que les joueurs donnent le maximum, que les joueurs ne trichent pas, que les joueurs soient au top, que les joueurs leur apportent ce qu'on leur a apporté durant cette saison-là. Vous avez vu un peu cette joie, ce partage qu'il y a eu entre les joueurs et les supporters. Bah, c'était pareil, Luis Enrique, quand il met remplaçant, c'est parce qu'il estime que peut-être de le titiller un peu, de voir un peu, puis après, c'est parti. Après, ça a été miraculeux même. C'est pour ça. C'est un truc de fou ce qui s'est passé avec Dembélé. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Tu sais, moi, j'aurais bien aimé que Ronny reste celui qu'on a eu la première année. Parce que si on garde le Ronny, on gagne la Coupe d'Europe, on gagne le championnat, on gagne tout. Hein. C'est tout. Hein. Voilà.
C'est pas toujours la faute de l'entraîneur, quoi. Bah, il a sa part de responsabilité, l'entraîneur. L'entraîneur aussi, il en fait des erreurs de choix ou de changement ou d'animation de jeu face à un adversaire, c'est tout. Voilà, il n'a peut-être pas eu la bonne causerie qu'il fallait. Et sur le management, il y a des joueurs aujourd'hui encore qui vous en veulent de certains choix que vous avez faits et surtout de la manière dont vous avez dit ou pas dit les choses. Est-ce que sur certains choix, sur le fait d'écarter certains joueurs sans forcément leur expliquer et tout, vous avez des regrets? De Aucun. toute façon, chacun a on va dire, son discours, son commentaire vis-à-vis de son entraîneur. Hein. C'est tout, pas de problème. Mais moi, Il n'y a pas des fois où vous vous êtes dit, bon, moi, sur celui-là, j'ai pas été moi, diplomate j'ai la conscience tranquille. Je trouve que dans ce monde du football, j'essaie de faire pour le mieux, d'essayer d'être le plus professionnel et d'aider les joueurs et d'aider le club à obtenir ce que le club souhaite, ce que les dirigeants attendent, ce que les supporters attendent d'un staff, on va dire, avec ses techniques et puis d'attendre des joueurs. J'ai toujours essayé d'avoir le discours qu'il fallait pour essayer de les mettre dans les meilleures dispositions. Après, vous savez, le football a tellement changé, évolué, bon, je préfère ne pas aller plus loin. Ok. Sur votre rôle dans le futur, Mhm. aujourd'hui, vous n'avez pas de rôle au PSG. Mhm. Alors que ça pourrait être une évidence pour certains, comme ça aurait pu être une évidence pour Rai, qui aujourd'hui est au Paris FC. Ouais. Vous dites quand même, vous faites des appels du pied clairs dans le livre en disant qu'un rôle d'ambassadeur, par exemple, ça vous plairait. Mhm. Compliqué avec Nasser, entre On vous et attend. Nasser? On va voir. Ok. On Ah va ouais. attendre, ouais, il faut attendre, c'est tout. Mais ça, c'est ce qui vous ferait... Bah, vous savez, quand vous êtes bicher, ambassadeur, quoi. le problème, c'est qu'il faut savoir que le football, c'est dans un club, c'est une histoire qui est née en 72. Est-ce qu'ils Ouais. n'ont pas besoin d'ambassadeurs plus consensuels que Je sais vous? pas. Parce que Je vous sais n'avez pas pas. la langue dans votre poche aussi, Non, Louis. c'est C'est pas. peut-être ça, non? À chacun ses choix. Ok. Chacun sa façon de penser. En tout cas, vous dites à la fin du livre, alors je passe. Non, mais parce que là, j'ai spoilé la dernière page. Mhm. En tout cas, je vais pas le dire parce que sinon les gens, voilà, je spoile pas. Mais vous dites ce que vous rêveriez d'avoir comme job dans les années à venir. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est en lien avec Zidane. Bah, c'est Zidane, c'est Zizou qui a joué, qui a démarré sa carrière à mes côtés, du côté de l'AS Cannes. Et c'est un garçon que, vous savez, à chaque fois, je le mets en exemple, lui et sa famille. Parce que d'avoir connu et d'avoir pu échanger, d'avoir pu parler après les matchs avec les parents, c'était merveilleux, c'était exceptionnel. Je dis, ça, c'est un joueur qu'il faudrait, avec les parents, mettre en avant pour que les parents sachent comment accompagner leur enfant, comment être avec leur enfant lorsqu'ils commencent ou quand ils vont débuter, quand ils jouent au football. Ne pas être trop présent, ne pas être trop en train de réclamer rien. C'était et Zizou, voilà, c'est ce garçon que j'ai vu sa carrière quand il nous quitte de Cannes pour aller à Bordeaux, quand il va à Bordeaux à la Juve, quand il devient entraîneur et qu'il gagne 3 Ligues des Champions. Excusez-moi du peu, c'est quand même quand on est champion du monde avec Zizou au Stade de France, je suis émerveillé, je suis admiratif. J'ai encore vu il y a 3 jours quand on a fait le match des Cannes de légende, il était là, il était présent, il est venu. Si vous le voyez de près, si vous êtes encore avec lui, vous le discutez, vous échangez, mais il n'a pas changé d'un iota. C'est un grand monsieur, il restera toujours un grand monsieur. Comme Jean-Paul Belmondo. Exactement, c'est pour ça, voilà. L'humidité. Ouais, exactement. Bon, votre taxi est arrivé. Oui. Donc on est obligé de Voilà. se quitter. Le livre, c'est Paris AG, cet amour que j'ai pour toi, aux éditions Hugo Sport. Vous y racontez votre saison 2024-2025. J'espère que j'ai fait du... En faisant des ponts, vous avez vu à quel point je l'ai dévoré. Vous l'avez dévoré, vous l'avez bien Ouais. mangé. Je l'ai bien mangé, je l'ai bien surligné. appétit. Voilà, on l'a Merci de même votre offert accueil. d'ailleurs. Merci, c'était un plaisir, Louis. Merci beaucoup. Plaisir partagé. J'espère que la prochaine fois, vous m'appellerez pas Chloé au début de l'émission. C'est Oui. Pia, mon prénom. Pia. Il y a un Pia que je connais. Un Pia? Philippe Pia. Ah oui, Philippe Pia, mais il y a un T. Pia, oui. Merci beaucoup, Merci Louis. beaucoup. Merci beaucoup.